Bonjour à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve sur Baller Instinct, l'émission 100% football. Installez-vous confortablement, ça va bien se passer. Aujourd'hui, décor différent. On a un vs 1 aujourd'hui, je suis avec mon ami Djibril Wallan. Donc voilà, je vais vous le présenter. Donc Djibril Wallan, agent de joueur qui m'a fait l'honneur de venir. Voilà, il y a 2-3 jours, il était même pas dans ce continent, il était à Doha au Qatar. Et il m'a fait l'honneur de répondre à l'invitation. Donc comment tu vas mon ami? Écoute, merci, très bien, j'espère que toi aussi. Et merci pour cette invitation. Quand un frère va de l'avant, c'est un plaisir d'y répondre. Et donc je suis tout à toi aujourd'hui. Ah bah écoute, ça fait plaisir en tout cas, donc j'espère que tu vas bien. Donc tu vas nous parler un peu de ton métier, de l'expérience que tu as pu avoir, sachant que moi je l'appelle Jarod le caméléon, voilà, parce qu'il faut savoir qu'il est partout. Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment se débrouille très bien, il part de rien, et voir des frères réussir, ça me fait super plaisir. Faut savoir qu'il a commencé le football avec moi. Bon, c'était pas un grand joueur, mais c'était quelqu'un de quand même très intelligent dans son jeu. Mais maintenant, il est passé de l'autre côté du terrain. Il va nous apporter un petit peu son analyse et son expérience et des anecdotes parce que voilà, hein, vous avez vu les maillots. On va en parler après. Donc voilà, tranquillement, on va commencer. Donc j'espère que tu as révisé ton sujet et on peut commencer tranquillement. Allez, c'est parti. Donc je vais te poser quelques questions. Tu vas nous parler un petit peu de ton expérience que tu as pu connaître en tant qu'agent de joueur. Et voilà, nous on est de l'autre côté, comme j'ai dit, du terrain. On ne sait pas ce qui se passe. Et voilà, on est tous curieux de savoir comment ça se passe, les mercatos, les joueurs, gérer la pression, les familles, tout ça. Donc voilà, il va y répondre du mieux qu'il peut, parce que voilà, il peut pas non plus tout nous dire, toute la magie et tous les secrets qu'il peut avoir. Donc voilà, on va commencer tranquillement. Donc pour toi, déjà la première question, pour toi, est-ce que les réseaux sociaux, ont-ils changé la manière de gérer un joueur? oui, pourquoi? Parce que aujourd'hui, un joueur comment t'expliquer? Un joueur qui a une communauté derrière lui. Par exemple, je te donne un exemple tout simple, tu fais une bonne avant une coupe du monde, par exemple, dans un pays. Finalement, les pays où il y a vraiment de ferveur dans le football, comme on prend l'exemple du Maroc sur cette dernière coupe du monde du 20, tu commences une coupe du monde avec 20-30 000 followers, et derrière, tu finis avec 600 000 selon ta prestation. Et derrière, c'est limite, tu as 600 000 personnes qui vont être derrière toi, tu vas avoir 600 000 avocats après une mauvaise prestation. Donc c'est sûr, ça va être vraiment différent de le gérer. Et aussi, il faut vraiment bien gérer son image. Donc il y aura son aspect image et football qui va être totalement associé. On peut prendre aussi l'exemple récent par exemple, Lucas Chevalier, avec lequel il fait un like, et son image derrière, on le perçoit différemment par rapport à ses réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as suivi. Ouais. Et voilà, donc c'est les réseaux, je pense qu'ils ont un vrai impact sur la carrière des joueurs. Et donc, oui, effectivement, ça. Ok, mais est-ce que c'est le joueur qui gère ses réseaux sociaux, ou est-ce que arrivé à un certain stade, on va dire entre guillemets un certain statut de star, est-ce que c'est plutôt des autres personnes qui vont gérer les réseaux, ou c'est vraiment la personne qui gère comme elle veut, où il y a une ligne directrice? Après, il y a des agences de com. Après, je pense aujourd'hui, comme tu as dit, c'est intégré à la carrière, parce que c'est des stratégies qui vont aussi avoir des impacts sur le football et sur des fois ton image, l'image que tu vas dégager, ça va être le premier jugement que peut-être un club va avoir de toi. Okay. Et donc, il faut des fois, quand tu atteins un certain niveau, il faut des fois une équipe derrière toi sur ce point-là, et il ne faut pas négliger certains détails. Ok. C'est très important. Bon, vous avez bien vu le maillot d'Abdoulaye Kamara et de Othman Mama qui a fini bien évidemment meilleur joueur de la Coupe du Monde du 20, victoire. J'étais là-bas. Tu peux me dire un peu comment ça s'est passé, la ferveur? Je sais que tu étais là-bas, on était en appel vidéo, toi et moi. J'ai pu voir un petit peu comment ça se passait. Toi, comment tu as ressenti un petit peu autour de cette atmosphère? C'est quand même une Coupe du Monde, c'est pas rien, une Coupe du Monde, gagner une Coupe du Monde du 20 et finir meilleur joueur. Il a fini meilleur joueur quand même, pour toi c'est une fierté quand même. Très très grosse fierté. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs moments de ma vie. Okay. Et c'est indescriptible et surtout même si c'était très loin, je suis content d'avoir fait le déplacement, et si c'était à refaire, je le referais. Je serais venu même peut-être plus tôt dans la compétition. Combien d'heures de vol? De Madrid, 14 heures. Ah ouais, quand même. De Marseille à Madrid, à 2 heures. Et donc eux, ils sont restés combien de temps en tout de la compétition? Je parle à peu près à moi, je pense. Ah ouais, quand même. Et j'avais entendu en termes de aussi la respiration au niveau de l'air et tout, c'est compliqué là-bas, non? Ça dépend les villes. Après là où ils ont joué à Santiago de Chile et Valparaiso, ça va, c'était correct. Après il y a des villes, a priori c'est beaucoup en altitude, du coup il y a
ça impacte les performances. Ok, et tu as pu avoir la chance de toucher sa médaille ou pas? Ouais, Ah ouais? ouais, C'est quelque chose? c'est une médaille. Mais après, Mets-toi à notre place à nous, qui sont pas dans le terrain, qui n'ont pas eu la chance d'avoir un talent, tu vois, de gagner quand même une Coupe du Monde U20, d'avoir cette médaille, de finir surtout, les gars, surtout meilleur joueur de la compétition avec toutes les nations qu'il y avait. Il y avait l'Argentine, il y avait de tout, les gars. Il a fini quand même meilleur joueur. Moi, j'ai suivi un petit peu la compétition et franchement, ça fait plaisir parce que à la base, avant la compétition, entre guillemets, il n'était pas très très connu. Il a fini la compétition, c'était le chouchou de tout le monde. Donc même sur les réseaux, il a pété aussi. Hein. Sur les réseaux, quand même, il a pris quand même un sacré buzz. Donc ça fait quand même plaisir. Il y avait le petit Gessim aussi qui était avec lui. Est-ce que tu as pu quand même le côtoyer? C'est quand même, ça reste quand même un bon joueur lui aussi. Hein. ah, franchement, très bon garçon aussi, Ouais. très bon joueur. Et voilà, on a vécu, on va dire, un peu avec eux de la demi-finale à la finale. Même après la finale, on a partagé tous ensemble des moments de joie et de fête. Et on voyait les familles, ils étaient très fiers comme il y avait les parents de Yacine qui étaient très fiers. Et c'était top, un top moment. Ok, c'est intéressant, ça commence super bien. Bon, je vais te poser la question, c'est ma question préférée, c'est vraiment la question pour moi la plus importante. Moi, je suis très curieux de savoir, en plein mercato, vu que tu es un agent de joueur et que c'est très important, en plein mercato, c'est quoi ta journée type? Quand tu te réveilles, vu que le téléphone, il doit souvent beaucoup sonner, et quand tu as des joueurs à placer ou des recherches, parce que je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui te démarchent pour rechercher des profils de joueurs, toi, ta journée, dès que tu te réveilles, voilà, c'est quoi? Je regarde mon téléphone. Je regarde. Déjà, quand tu te réveilles, le téléphone, tu as déjà des appels, des mails, des... Ouais, on regarde, on se met à jour au niveau des appels, des messages. Après, des fois, il y a des fuseaux horaires qui sont différents, donc forcément, on a un peu de retard. Ouais. Et ouais, voilà, ça se passe tout au téléphone. Ouais. Après, ça dépend la période du mercato. Ouais. Ça dépend aussi de la stratégie qui a été mise en place avant le mercato. Donc, des fois, il y a des deals qui se font. Ils se font bien avant le mercato, mais bon, on les peaufine. ça va vite, quoi. En début de mercato. Après, là, ça traîne. Des fois, tu as un plan B d'un club. Donc, tu travailles et jusqu'à obtenir ton résultat. Après, la journée type, c'est ça. Okay. Pendant le mercato, ça va être des appels, plus des appels. Ouais. Et après, tu te déplaces pour officialiser. Des fois, des fois, tu dois aller en face à face. Des fois, quand c'est pas très loin, c'est préférable d'aller sur place. Et ça remplace le téléphone et c'est beaucoup mieux, quoi. Ok, et tu as déjà eu un deal qui a capoté à la dernière seconde pour n'importe quelle raison? C'est déjà arrivé, plus d'un point de vue médical. Ça arrivé, ouais, ok. pas à la dernière seconde, mais c'est arrivé en fin de mercato de janvier. Une fois, c'était un deal, voilà, le joueur il était blessé, il le savait. Ouais. On a avancé et bon, d'après les images de ce club-là en question, en janvier, ils ont dit on n'a pas le temps de prendre un risque avec un joueur qui va être absent 2 mois. Ouais, je comprends bien. Et ça arrive aussi en plein été, un deal, une blessure que le joueur savait ignorer. Et aux images, on voit voilà, qu'il avait un truc à la cheville. Il devait avoir une intervention. Donc c'était soit l'équipe vendeuse baisse le prix, ou soit ils ne prenaient pas le joueur. Ok, ok, d'accord, pas très important. Et comment ça se passe au niveau de cette fin de mercato, la pression? Il y a souvent une pression du joueur ou peut-être de la famille. Est-ce que toi, tu ressens certaines pressions des joueurs que tu as pu avoir? Une certaine pression par rapport à n'importe quoi, une famille qui veut son fils joue dans un tel championnat et toi, tu penses que c'est pas possible. Donc, tu leur dis que selon les caractéristiques et la demande du club, est-ce que tu vois, tu as des demandes souvent compliquées ou pas? Non, ça arrive. Après, au début, oui. Après, avec l'expérience, dès qu'on voit que la personne n'est pas vraiment lucide sur les attentes, des fois, il vaut mieux s'écarter, peut-être pas prendre un joueur d'un calibre supérieur et d'avoir un échec parce que le mec, il veut quelque chose qui n'est pas atteignable pour lui, qui n'est pas réaliste. Et au final, s'il n'a pas, ça sera forcément ta faute pour lui. Donc, ça arrive. Et le problème, est-ce que tu as déjà eu des parents qui étaient un petit peu compliqués par rapport à leurs enfants, ou est-ce que tu as toujours eu entre guillemets le libre choix de décider de ce que tu voulais faire avec ton joueur? Ça dépend, c'est directement dans la création de la relation. Tu vois un petit peu, tu cernes un petit peu l'environnement du joueur, et donc tu sais directement dans quoi tu mets les pieds. Donc moi, avec le temps, maintenant, j'évite les situations où il y a beaucoup d'intrusions non fondées. Alors, tu peux être intrusif si tu connais le football et tu connais le métier et l'environnement. C'est normal, tu as le droit de donner ton avis. C'est une relation, on va dire, collégiale.
quand tu as des personnes qui connaissent le football, donc tout le monde partage et à la fin on prend une décision commune. Mais si c'est des personnes qui n'ont rien à voir ni de près ni de loin du football et qui influent au niveau des décisions et qu'elles sont mauvaises, eh ben, vaut mieux s'en écarter. Ouais, c'est compliqué. Ben, pour mon expérience, moi, de coach, déjà, coacher une équipe avec des parents qui sont derrière, qui choisissent le poste de leurs joueurs, c'est toujours compliqué. Donc, c'est compliqué d'avoir cette relation-là. Et toi, comment ça se passe quand tu n'importe quoi, tu as un joueur qui te plaît, tu as un joueur que tu as vu dans un match, n'importe quel. Déjà, est-ce que ça t'arrive d'aller voir des matchs de jeunes ou est-ce qu'il y a un âge, tu as un âge limite d'aller. Parce que par exemple, je te coupe par exemple Camara, si je ne me trompe pas, c'est en 2008. C'est ça. Pour la petite anecdote, les gars, j'ai eu la chance de le voir avant tout le monde. Moi, je l'ai vu, il était en U12, donc il était surclassé parce que c'était le meilleur de sa génération. Il a fait un match interligue, donc bon, c'était déjà le meilleur de son équipe. J'ai eu la chance de le voir 90 minutes. Franchement, et dès que je l'ai vu justement, bon là, il a signé à l'Udinese. Dès que je l'ai vu sur le grand écran, pardon, je suis devenu fou. Je me suis dit, oh, c'est ce petit, je l'ai vu, il avait 12-13 ans, 11-12 ans. Et là, que je le vois là, franchement, ça me fait super plaisir. Et bah déjà lui ça doit être une fierté déjà de l'avoir récupéré, c'est un joyau. Franchement c'est vraiment une pépite pour moi. Donc voilà, est-ce que ça t'arrive déjà d'aller voir des matchs n'importe quoi, de N2, N3, voir un petit peu, ou est-ce que tu en vois des gens maintenant que tu as plus le temps? Au début je prospectais moi-même. Ouais. Après c'est des personnes qui te font des alertes sur des profils. Et donc j'envoie des scouts avec qui on travaille, ils vont valider S'ils valident, eh ben, après je vais valider aussi. Donc toi tu vas aussi. Je valide l'aspect sportif, Okay. football. Et après, je rencontre la personne pour justement, pour en revenir à la question précédente, évaluer l'environnement, la mentalité du joueur, ses attentes, et savoir si on peut avancer ou pas ensemble. Ok, c'est très important. Et on va parler maintenant un petit peu une question un petit peu pour moi qui est très importante. Comment tu fais pour gérer les égos, tu vois, parce que je sais qu'à des moments donnés de leur carrière, ils ont peut-être des moments up, des moments down. Comment tu fais pour gérer, tu vois, l'émotion, surtout les égos? Peut-être le joueur il se dit, ben je comprends pas pourquoi je joue pas. En fait, peut-être parce qu'il fait pas le taf. Toi, comment tu arrives à gérer? C'est à toi de gérer tous ces problèmes-là ou pas? La méthode de travail que je mets en place avec eux, c'est qu'on a beaucoup de proximité, donc forcément on arrive à échanger sur ces sujets au quotidien. Et je pense que la meilleure chose, c'est que dès le début de la relation, quand c'est bien, tu le dis, quand c'est pas bien, tu le dis. Okay. Donc, quand il fait mal et que le coach ne le fait pas jouer, tu lui dis. Et ensuite, quand il fait bien et que le coach ne le fait pas jouer, ça peut arriver aussi. Et donc là, c'est à nous aussi de monter au créneau pour faire comprendre que le club a un joueur, s'ils ne veulent pas le mettre en avant ou s'ils n'ont pas l'utilité, de leur dire qu'on trouve une solution qui arrange tout le monde pour que le joueur puisse partir. Ok, d'accord. Et au niveau de ta vie de famille, je sais que tu voyages beaucoup. À chaque fois que tu m'envoies des snaps ou des photos, tu es dans un avion. Comment tu arrives à gérer le côté sportif et le côté famille? Est-ce qu'il faut mélanger les deux? Est-ce qu'il faut séparer les deux? C'est quand même compliqué parce que c'est pas un métier facile. Les gens, ils croient que tu es dans des beaux stades, tu es dans des beaux endroits, mais quand même, il y a le côté sombre qui est pas facile. Est-ce que tu arrives à gérer les deux? C'est comment? Non, ça va avec le temps. Au début, c'est vrai que c'est compliqué de gérer parce que même quand t'es à la maison, t'es là physiquement, mais tu bosses toujours. T'es absent, tu vois, parce que tu au téléphone, il y a des problèmes à gérer constamment. Il n'y a jamais un jour où tout va bien pour tout le monde, tu vois. Mm-hmm. Et après, voilà, avec le temps, on apprend à équilibrer. Après, bien sûr, il faut avoir une grande personne à la maison qui s'occupe des enfants, oui, c'est important, qui gère tout ça. Ouais. Et quand on est bien accompagné, on peut. Ok. Ouais, c'est bien, c'est important. La vie de famille, ça reste très important. Et toi, tu n'as jamais eu l'ambition, tu n'as jamais eu pour projet de coacher. Toi, tu as toujours été attiré par le fait de t'occuper de joueurs. Par exemple, moi, le travail que tu fais, je pourrais pas le faire. Je trouve que ça demande un trop grand travail. Par contre, coacher, je pense que c'est plus accessible. Ça dépend de ce que tu aimes. Dans le football, moi, j'aime coacher, j'aime apprendre, j'aime travailler sur certains points, faire progresser des petits, gagner des matchs, l'émotion, tout ça. Moi, je suis actuellement un coach. Donc toi, ça t'a jamais passionné de J'avais coaché un petit peu chez les jeunes à l'époque. Ouais. Et ça me plaît pas plus que ça. Ça me plaît, mais bon, c'est une partie du métier et c'est une partie du football. Et ça correspond pas à ce que je voulais faire. Ok. Voilà. Je me dis, prendre une équipe, la développer, c'est bien. Tu veux travailler avec des joueurs au quotidien, c'est sûr. Ah oui, tu les fais progresser, franchement, c'est une fierté. Mais après, moi, c'est plus l'aspect
Relation extra-football, c'est ce que j'aime le plus. Ok, c'est important. Moi, personnellement, je te dis, ce que tu fais serait impossible. Gérer des joueurs, toujours être là, le téléphone qui sonne. Je suppose que même quand tu es en vacances, le téléphone il doit sonner. Ouais, ouais, c'est important. J'allais venir aussi sur un point pour moi très important parce que je connais quand même certains joueurs à un certain niveau. Comment tu expliques qu'il y a certains joueurs qui sont déjà dans le monde pro, mais qui ont peut-être n'importe quoi, 22, 23, 24 ans, mais qui ont déjà changé d'agent 3, 4, 5 fois. Comment tu expliques ça? Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, des fois, il y a l'entourage qui est, comme je le disais, qui est assez intrusif et où le joueur, par exemple, il peut avoir des attentes assez élevées par rapport à la réalité. Et donc, quand il n'a pas ce qu'il veut, ben, forcément, il va falloir un coupable et il dit peut-être un agent, un magicien, il va peut-être me réaliser mes rêves. Et donc, il se dit, je vais changer jusqu'à tomber sur la personne qui va me faire avoir ce que je veux. Au lieu des fois, c'est plus une remise en question personnelle qui est utile. Après, ça peut être aussi, il peut avoir un manque de chance de tomber sur 4 mauvais agents, tu vois. Ouais, mais quand même 4 mauvais agents. Ça, voilà, ça peut arriver. Après, voilà, ça montre une certaine instabilité. Au niveau de l'entourage, au niveau du joueur, même les clubs, ils prennent compte de ça, tu vois. Ils prennent compte de la stabilité de l'environnement autour du joueur. Ça peut arriver de changer d'agent, mais est-ce qu'il change régulièrement? Est-ce qu'il change tous les mercatos? Est-ce qu'il change toutes les années? Et ça montre un signe de stabilité quand ça change. Ouais, l'entourage, c'est très important. Hein. On a l'histoire d'Atem Ben Arfa qui actuellement est en contact avec aucune personne de sa famille parce que voilà, l'entourage c'est très compliqué. Et je sais que si un joueur est bien et que son entourage le titille un peu, c'est compliqué sur ses performances. Ça impacte sur les performances, c'est sûr, ça peut créer des blessures, parce qu'indirectement, le corps humain, il externalise à sa façon. Ouais. Et ça peut impacter les disputes, les soucis. Ça impacte. Des fois, il y a des personnes, ils préfèrent. Il y a des personnes qui vont faire le choix de respecter sa famille, ce qui est normal. Même si c'est au confondu, c'est peut-être une mauvaise idée. Et ça peut peut-être impacter sa carrière ou vice-versa. Un joueur, il peut être détourné par un agent qui peut-être lui ment. Et il va tourner le dos à sa famille et il peut aussi cacher sa carrière. Comment il est censé le savoir, le joueur? C'est un choix qui est dur à faire. Après, compliqué. C'est dur à faire, tu vois. Et comment... Est-ce que toi, tu as déjà eu un joueur, tu vois, qui a regretté un choix qu'il a fait et que toi, tu as déconseillé de faire, tu vois? Parce que souvent, on est là pour conseiller, mais si lui, il est têtu, il veut faire ce choix-là, il est souvent, après, on regrette. Est-ce que toi, tu as déjà eu ce type de cas-là? Ça m'est déjà arrivé. Après, moi, comme je dis toujours, je te conseille, je te dis moi ce que je ferai. Après, la décision, elle est libre à lui, tu vois. Et ça m'est déjà arrivé, une petite anecdote. C'était un jeune joueur qui jouait dans un grand club français. Il devait partir en prêt en Ligue 2 pour le temps de jeu. Okay. Et donc, il y avait un club qui était dernier de Ligue 2 qui le voulait depuis un moment avant le début du mercato. Je lui ai demandé d'être patient, et du coup, on va être patient un petit peu, on va attendre un peu la fin du mercato et on va voir s'il y a d'autres opportunités qui s'offrent à toi qui sont un peu mieux. Et donc, en fin de mercato, justement, ça match. Il y a un club qui est premier à l'heure où il nous contacte et qui joue la montée en Ligue 1 et qui vient de vendre l'ailier à son poste en Allemagne. Donc, il nous contacte, on arrive à avoir un accord rapidement avec le club, le joueur pareil. Et le joueur, on est d'accord, on part pour prendre le train. Devant le train, il commence à bugger. Oh. Il me dit, si tu veux, on y va. Incroyable. Si tu veux, vas-y, moi, il n'y a pas de souci. Si tu dis que c'est une bonne chose, on y va. Je dis, non. Si on y va, c'est parce que tu veux y aller. C'est pas moi c'est toi qui prends ta décision. Ah, si tu veux, on y va, il me dit. Je dis, non. Tu veux quoi, toi? Je sais pas. Je dis, ben, si tu sais pas, moi, je sais pas. Je dis, bien, on attend, on décale d'un jour, reste encore un jour. On attend, on décale d'un jour, donc on reporte la signature dans ce club. Et au final, il choisit le club de D2, de bas de tableau. Ouais. Parce qu'il y avait une personne au sein du club qui avait un peu les mêmes convictions que lui, un peu les mêmes origines. Et il a eu un peu l'affect. Au final, il a signé là-bas. Et ça s'est pas trop bien passé, pas par sa faute. Mais comme je lui expliquais, moi, dans la prise de choix, je lui disais, là, tu vas dans un club de haut tableau, si ça se passe mal, tu peux rebondir bien sûr. dans un club comme ça, tu vois. Bien sûr. Et au final, il a perdu une cartouche pour rien.
Voilà. Ouais, il a perdu du temps en fait. Voilà. Moi, l'essentiel, c'est qu'à la fin, il dit j'aurais dû. Tu vois, l'essentiel, c'est qu'à la fin, il prend conscience de son erreur. Parce qu'il y en a des fois, ils font des erreurs, mais jusqu'à maintenant, ils ont. Oui, mais tu vois, comment lui, il aurait pu savoir quel choix était le bon? C'est compliqué. Toi, tu as un club, entre guillemets, de cœur, tu veux signer là-bas, tu penses que c'est le bon choix, et au final, tu te rends compte que c'est pas le bon choix, mais comment tu peux comment tu peux le prévoir? Après, tu prends la décision de t'engager avec quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'engages avec quelqu'un qui te représente, qui te conseille. Si tu es là pour pas écouter ses conseils, il est où le but de la représentation? C'est vrai, aussi je suis d'accord, bien sûr. Ça c'est très important. On va parler un petit peu maintenant de l'aspect mental des joueurs. Quand un joueur il est loin de sa famille, tu vois, il joue dans un club, n'importe quoi, souvent, peut-être sûrement les joueurs que tu as actuellement, ils vivent seuls, dans des appartements seuls. Comment tu fais pour rester focus quand tu n'as pas ta famille à côté? Quand voilà, tu es loin de ton confort, n'importe quoi, si tu as un joueur qui est en Angleterre, tu sais que là-bas, la température, le temps, c'est compliqué. Pour une personne qui vit dans le sud à Marseille, comment tu arrives mentalement à rester focus, à te dire, je suis là pour un rêve, pour un projet, pour une carrière? Comment mentalement tu arrives à les faire toi tenir? Ou est-ce que eux ils te sollicitent parce que des fois ils ont des moments de down? Comment ça se passe à ce niveau-là? Après généralement, quand c'est des jeunes joueurs qui partent dans des grands clubs, ou dans des clubs étrangers, je prends l'exemple des deux jeunes, Othman comme Abdoulaye. Othman, il est dans un environnement à Londres. C'est structuré, c'est un grand club quand même, c'est un club historique en Angleterre. Et tu as des grands frères, on va dire, dans l'équipe, comme Moussa Sissoko, Imran Moussa qui veille sur lui. Donc ils sont passés par là avant lui. Donc ils lui donnent des conseils quotidiens. Et aussi, il se rappelle, quand tu es dans le dur, tu te rappelles pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ça, et quel est ton objectif. C'est qu'une étape de ce que tu veux faire. Et le petit Abdoulaye, pareil, à Udinese, il est entouré de gars comme Hassan Kamara ou Bakun Bayo, qui, pareil, dès qu'il y a un coup de mousse qui arrive, eh ben, il aide à être plus fort et avancer. Voilà. Et du coup, pour parler un petit peu de Camara, c'est quoi son objectif à court moyen terme? Est-ce que son objectif c'est de s'imposer à l'Udinese, ou est-ce que lui son objectif c'est de vraiment de progresser après de partir, de toucher un top 5, ou est-ce qu'il est vraiment dans la formation? Parce que je sais qu'il joue souvent aussi avec les jeunes, et il a fait un groupe, je crois, contre l'Inter. Ah, il est dans le groupe à chaque match. Après, le projet pour Camara, c'était par rapport à tous les autres projets qu'il y avait, on a choisi le projet d'aller sur un club où il est directement dans un effectif pro, avec lequel il travaille quotidiennement. C'est un pro en fait. Ouais. Il travaille avec des pros. Et forcément, quand on a 16 ans, on passe de 19 à la Serie A. Il faut un temps d'adaptation. Physiquement, il s'est très très bien développé. Il a fait plusieurs groupes, quasiment tous les groupes avec l'équipe première. Et le mois juste avant la Coupe du Monde, on s'était mis d'accord pour qu'il puisse jouer avec la Primavera. Avoir du temps de jeu pour arriver à la Coupe du Monde vite. Et l'objectif, on va dire à court terme, c'est sur la deuxième partie de saison, c'est de jouer, d'avoir du temps de jeu, commencer à grappiller du temps de jeu en Serie A. Et après, voilà, Udinese, c'est un club tremplin, un club vendeur. C'est pour ça qu'on a fait ce choix. Et donc, le but, c'est qu'il joue, qu'il montre ses qualités et qu'il puisse passer à une étape supérieure. Ok, important. En plus, il joue avec l'équipe de France U17, il est capitaine. Moi, je le suis souvent. Et est-ce qu'on peut dire qu'il a la ressemblance type Pogba quand même? Dans son jeu, dans ce qu'il peut apporter, il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Après, dans le registre où il joue, moi je dirais c'est un genre de Patrick Vieira un peu plus moderne. Ok. Parce qu'il joue vraiment sentinelle devant la défense. Mais il est quand même très technique. Très technique. Patrick Vieira, c'était pas aussi technique. C'est pour ça que j'ai dit un peu plus moderne. Tu vois. Parce qu'il est vraiment devant la défense. Il a un peu le rôle défensif à la Patrick Vieira et sait ressortir le ballon un peu à la Pogba. Et donc, c'est un milieu, on va dire, complet, qui sait défendre, qui sait attaquer. Et j'ai vu qu'il était aussi. Il est massif. Hein. Il s'est bien développé depuis qu'il est arrivé à Udinese. Je crois qu'il a pris à peu près 4 km. Mais est-ce que c'est l'Italie, ça? C'est l'Italie? Depuis qu'il est arrivé là-bas, c'est un vrai travail. Ça lui a fait vraiment un choc, on va dire, au niveau du travail. Et lui, surtout, c'est un petit qui est sérieux et un bosseur. Ouais. Et il a pris, je crois, 4 kilos à peu près de masse musculaire. Incroyable. En quelques mois. Ouais. Et avec le gabarit qu'il a, plus il se remplit, ça peut que faire un beau bébé. Mais est-ce que ça change selon les clubs, selon le championnat? Est-ce que ton corps doit être différent selon l'endroit où tu joues, n'importe quoi? Est-ce qu'avec le type de profil qu'il a, est-ce que n'importe quoi en Bundesliga, ça serait trop, ça serait pas assez? Est-ce que c'est le même type de corps pour n'importe quoi? Je sais que l'Angleterre, c'est un championnat quand même rugueux, puissant, box-to-box, ça va très vite. L'Italie, c'est un peu plus axé sur la défense, c'est plus tactique, c'est plus sur la patience.
Est-ce que tu penses que ce type de joueur peut jouer dans des championnats ou c'est un championnat particulier où il peut s'adapter à tous les championnats? Moi, je pense que c'est un profil qu'on voit dans tous les championnats. C'est un profil rare dans le sens où aujourd'hui, au milieu de terrain, on perd de la taille par rapport à l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup de joueurs de taille au cœur du jeu. Et là, on voit un petit peu, par exemple, sur le football espagnol, on perd beaucoup de taille. C'est vraiment des joueurs un peu plus basés sur la technique. Et des profils comme le sien, je te parle sur le marché d'agents. Et au niveau des clubs, c'est vraiment un profil recherché. Ok, bon, on va passer un petit peu à la pépite, champion du monde, le meilleur joueur. Bon, les émotions, toujours quand on parle, moi je pense à sa médaille. D'ailleurs, tu l'as pas ramené? Non? J'aurais aimé la toucher, les gars. C'est le Graal, les gars. La Coupe du Monde, j'ai la vérité pour tout fan de football. Gagner une Coupe du Monde, on va parler un petit peu de son profil à lui. Lui, tu penses que... Moi, je pense qu'il a toutes les qualités pour s'imposer. Est-ce que tu penses que le championnat où il est actuel, c'est pas un championnat qui est trop physique? Parce qu'il a quand même des qualités de dribble, style Mahrez, style Ziyech, tu vois, dans la percussion. C'est quand même un très bon joueur fin techniquement. Tu penses que c'est le bon championnat pour lui? Moi, je pense que déjà, la Championship, c'est un championnat qui est très intensif au niveau de l'impact physique. Il y a plus de matchs déjà. Il y a 40 et quelques matchs, sans compter les playoffs. Et pour un jeune joueur, c'est un championnat où il y a pas mal de matchs. Donc ça va te permettre de sortir de la saison avec des matchs. Ouais, mais il va prendre des coups et tout, tu ouais, vois. Après, c'est un championnat qui va t'endurcir, t'apprends. Ouais. Il y a beaucoup d'espace. Autrement, c'est un joueur qui te dévoile la profondeur. Ouais, tu vois, il va vite, il est puissant. Et je pense que peut-être au début, tu as besoin de ce temps d'adaptation par rapport à l'impact physique. Mais c'est un joueur qui va réussir là-bas, qui va passer à l'étape supérieure très vite, je pense, Inch'Allah. Et je pense qu'il a tout pour réussir et surtout il a le mental pour réussir. Bien sûr. Quelqu'un qui a un mental extraordinaire. Ah ouais? Ouais. Il a eu des épreuves. Ouais, il a eu des épreuves tout au long de sa carrière. Ah ouais? Passant par grosses blessures, injustice. Et il est toujours passé au-dessus. À Montpellier, il n'a pas beaucoup joué. Ouais, il a été un peu blessé la saison dernière. Okay. Mais c'est un gars qui s'est toujours se relever. Par exemple, on regarde la saison dernière, il a été blessé. Il n'a pas trop joué. Il arrive à Watford. Il a bossé comme un malade pendant 2 mois. Au moment de jouer, ça a été la Coupe du Monde. Il est parti à la Coupe du Monde, il est parti la gagner et ramener le trophée de meilleur joueur. Mais est-ce qu'il pensait faire une Coupe du Monde comme ça? Lui, oui. Ah, non, okay. Lui, oui. Il faut quand même un certain mental. Hein. Tu viens de blessure. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. Et franchement, c'est un mental extraordinaire. Et toi, dans 5 ans à peu près, tu les vois où? Le plus haut, là, je me fixe pas de limite pour eux. Ouais. Parce que c'est des gars sérieux, travailleurs. Donc les gars sérieux, travailleurs qui ont du talent, il n'y a pas de limite. Je pense que c'est possible qu'ils jouent ensemble un jour ou pas? Pourquoi pas? Ça serait le temps. Moi, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. Tu vas dans le même stade. Les deux, franchement. Non, franchement, ils ont tout pour devenir des grands joueurs. Là, ils méritent. Et surtout, ils sont. Au niveau les deux, le point commun qu'ils ont, c'est que d'un point de vue familial, ils sont très très bien entourés. Ok. Et c'est des bons gars. Des bons gars, sérieux, pieux, travaillent. Et ils sont récompensés. Attends, mais ils sont concentrés, c'est le plus important. Ça, oui, voilà. Moi, j'aimerais bien un profil comme Camara en Première Ligue. Tu vois, un Arsenal, parce que je suis un grand fan d'Arsenal. Un Arsenal, n'importe quoi, tu vois, un Crystal Palace, des équipes comme ça qui jouent au football. Franchement, je le verrais bien dans des championnats comme ça. Moi, je le verrais bien en Espagne. Tu vois, un style Betis Séville, équipe qui joue au ballon, beaucoup de profondeur, tu vois, qui combine avec Anthony. Tu imagines la dinguerie ou pas? Moi, je vois plus haut pour eux. Ah, tu vois, bien sûr. Ah, après, si tu veux qu'on parle du FC Barcelone, du Real Madrid, on verra, mais parler, hein. Moi, ces gamins, je me fixe pas de limite. Bien sûr. Vraiment, je me fixe pas de limite parce qu'ils ont tout pour réussir. Du moment que tu finis meilleur joueur de la Coupe du Monde, frérot, tu as des joueurs qui ont fini meilleur joueur de la Coupe du Monde U20, ils sont où maintenant? Il y avait Pogba. Messi, Maradona, Agüero. Voilà. Et pourtant, il a quel âge? 20 ans. 20 ans. Et 2008, il a quel âge? 17. T'imagines? À 17 ans. On était en du match là-dessus. Y lo puedo seguir haciendo y Dios quiera que... Les gars, c'est une fin d'émission. J'espère que ça vous a plu. Voilà, pour moi, c'était très enrichissant. Mais bon, les aléas du direct, hein, vous connaissez. Il a dû partir en urgence. Voilà, il a eu un appel important qu'il fallait qu'il réponde. Donc voilà, on l'a laissé partir. En tout cas, il nous envoie toute sa force. Les gars, moi, je tenais à vous remercier pour la force, pour les likes, pour les partages, les commentaires. Je vous vois et je vous remercie. On va essayer de faire grandir la chaîne petit à petit.
Voilà, on va avoir la chance d'avoir un épisode 2, un nouveau format avec Monsieur Djibril Wallan qui va nous faire l'honneur de venir une deuxième fois. Donc voilà, ça fait super plaisir. Voilà, je vous remercie encore une fois et on se voit la semaine prochaine les gars, dimanche 18h. Merci les frérots, à la prochaine.